26 août 1944. Le général de Gaulle vient de retrouver Paris. Pour les habitants de la capitale, c'est une délivrance, après 4 années d'occupation. La veille, dans l'hôtel de ville, le chef de la France libre s'est adressé à la foule. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est cet instant de réconciliation nationale qui va rester dans les mémoires. Ces quelques mots enflammés vont éclipser le souvenir de la bataille qui a permis d'arracher Paris aux Allemands. En 10 jours de combat, 1000 résistants sont tombés. 582 Parisiens sont morts. La 2e division blindée du général Leclerc a perdu 141 hommes. Les forces américaines comptent aussi de nombreuses pertes. Enfin, 3200 soldats allemands ont également péri. Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé à Paris entre le 19 et le 30 août 1944. J'ai recueilli des témoignages. Juste à cet endroit-là, il y a un panthère qui était stationné là, en face des Champs-Élysées. J'ai récolté des indices. Les livres ont aussi été les victimes de la guerre, finalement. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions de la lutte. Il faut savoir que le 19 août, en fin de journée, les résistants n'ont plus de munitions que pour quelques heures. Dès le premier jour de l'insurrection. Des spécialistes de l'armée française m'ont expliqué les techniques de combat en zone urbaine. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, vous avez... C'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux. Tout à fait. Au cœur de la ville lumière, j'ai décrypté une bataille dont le sort s'est joué à peu de choses. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris qui est donné par le Führer. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris. Cette histoire est avant tout celle du courage insensé d'une poignée de résistants et de résistantes, rejoints par une armée d'hommes libres, français et américains. Ensemble, ils ont traversé toutes les épreuves, couru tous les dangers et n'ont jamais renoncé à se battre pour voir s'accomplir leur rêve, la libération de Paris. Août 1944. Depuis 4 ans, le drapeau à croix gammée flotte au sommet de la Tour Eiffel. 4 années de privation, d'humiliation et de répression aveugle pour la plus grande partie des Parisiens. Au carrefour, les panneaux indicateurs réaffirment la présence de l'occupant. Paris capitale s'efface. Elle n'est plus que le Grosse Paris, point névralgique de l'appareil d'occupation allemand. La Luftwaffe est installée au palais du Luxembourg. Le service de renseignement et de contre-espionnage a investi l'hôtel Lutetia. Le haut commandement militaire en France est à l'hôtel Majestic, avenue Kléber. Tout l'ouest parisien est gangréné. La police de sécurité, dont la tristement célèbre Gestapo, hante le quartier de l'Étoile. Plusieurs casernes ont été implantées dans la ville, dont une à l'école militaire. Les services d'état-major occupent les Invalides. La commandanture s'affiche en grosses lettres place de l'Opéra. Le tribunal militaire de la Wehrmacht est situé rue de Varennes, la prison, rue du Cherche-Midi. Le 7 août 1944, le général von Choltitz a reçu son nouveau commandement des mains mêmes d'Hitler. Pour le Führer, la défense de la ville qu'il a visitée brièvement en juin 1940 est une priorité absolue. Pourtant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Après celui sur les plages normandes, le 6 juin, un autre débarquement a eu lieu en Provence le 15 août. La première armée française et 3 divisions d'infanterie américaines s'apprêtent à remonter la vallée du Rhône. À peine arrivé à Paris, von Choltitz organise un défilé destiné à étaler ses forces devant les Parisiens. Le général allemand n'est pas un tendre. Il a fait déporter 50 000 juifs et s'est illustré à Rotterdam et Sébastopol.
La ville russe a été réduite en un tas de décombres. Mais dispose-t-il des moyens militaires suffisants pour tenir Paris ? Gilles Primou a consacré une partie de sa vie à l'histoire de la libération de Paris. Depuis des années, il compile les témoignages, réunit les indices et rend hommage aux combattants morts pour la liberté. On est au mois d'août 1944, les Américains ont débarqué en Normandie le 6 juin. Normandie où von Choltitz d'ailleurs a eu un commandement. De quelle force dispose von Choltitz pour défendre Paris? Pour défendre cette ville, von Choltitz dispose d'environ 20 000 hommes. Ce ne sont pas des troupes d'élite, ce sont des soldats assez âgés. Beaucoup d'employés d'état-major qui sont restés sur place. Il va les intégrer aux 3-4 régiments de sécurité qui sont en place. Et il va bénéficier de la présence et du passage de troupes qui viennent de Normandie. C'est comme ça qu'on retrouve des SS au fort de Vincennes, on retrouve des Géorgiens de l'armée Vlasov au fort de Romainville. Est-ce qu'il a des blindés à sa disposition, de la DCA? Il a une grosse dizaine de chars. Il y est équipé en DCA et il a une ceinture de canons de 88 dans le sud-ouest de la région parisienne. Est-ce que Paris a été fortifié? Les Allemands ont fortifié des endroits stratégiques qu'ils occupaient, l'hôtel Majestic, les jardins du Sénat, et puis dans beaucoup de rues, on trouvait des casemates, des petits bunkers. Et quels sont les ordres que le Führer lui a donnés quand il a pris son commandement de ses mains, justement? Quand il prend son commandement, les ordres sont de maintenir le passage libre. Les troupes qui se replient de Normandie doivent passer par Paris et par les ponts parisiens. Et par les ponts parisiens. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation, les ordres vont changer et cela va être de détruire les usines, détruire les ponts. Donc il y a quand même un ordre de destruction de la ville de Paris qui est donné par le Führer? Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris. Mais dans l'intention de Adolf Hitler, c'est quoi? C'est faire de Paris un nouveau Stalingrad? Un nouveau Stalingrad, peut-être pas, un nouveau Varsovie, comme ça se passe en même temps en Pologne, oui, tout à fait. Depuis le 1er août 1944, le ghetto de Varsovie s'est insurgé. Les Allemands ne font pas de quartier. Ils réduisent la ville polonaise en un tas de cendres. Paris pourrait subir le même sort. Dans sa folie destructrice, Hitler souhaite même envoyer vers la capitale l'un des monstres de son artillerie, le mortier Karl, dont les obus de 2 tonnes peuvent perforer 45 cm d'acier. Dans Paris, la pression monte. La capitale est au bord de l'asphyxie. Les usines ne fonctionnent plus. Le sabotage des voies ferrées empêche l'approvisionnement de la garnison allemande et des Parisiens. Le gaz est supprimé. L'électricité est une denrée rare. 2 millions de vélos ont remplacé les voitures faute d'essence. La vie économique est totalement paralysée. Le climat est à l'insurrection. Les cheminots sont en grève depuis le 10 août. Le 15, la police cesse également le travail. Les Allemands commencent à avoir peur. Ils ont désarmé les policiers d'Asnières et de Saint-Denis. 2500 déportés ont quitté Pantin, direction les camps de la mort. Le lendemain, 16 août, 35 jeunes résistants ont été fusillés au bois de Boulogne. Avant la fin du mois, 26 prisonniers, policiers, employés de la RATP et électriciens seront exécutés au château de Vincennes. Le plus jeune a 17 ans. Le mercredi 17 août, 1500 fonctionnaires manifestent devant l'hôtel de ville. Le lendemain, jeudi 18 août, les postiers et les infirmières rejoignent le mouvement. Dans l'après-midi, les syndicats CGT et CFTC appellent tous les travailleurs à la grève. Au nez et à la barbe des Allemands, une affiche apparaît sur les murs de la ville. C'est l'ordre de mobilisation générale. Tous les Parisiens doivent rejoindre les rangs des forces françaises de l'intérieur. Gilles, sur les affiches qui fleurissent le 18 août 1944, il y a une signature à poser. Colonel commandant la région, signé Roll. Qui est ce Roll? Le colonel Henri Roll-Tanguy, 36 ans, est un militant communiste et syndicaliste
qui s'est porté volontaire pour la guerre d'Espagne, où il a été commissaire politique, et qui a été nommé chef des FFI de la région P1, Île-de-France, pour l'insurrection. Mais il est colonel, mais il est colonel de quelle armée? Qu'est-ce qui lui confère ce titre de colonel? L'armée des FFI, des Forces françaises de l'intérieur, a été créée en février 1944. Elle est sous le commandement du général Koenig à Londres. Avec le général de Gaulle. Avec le général de Gaulle. Représentée en France par le délégué militaire national Chaban-Delmas. La France est divisée en 12 régions. La région P1, Île-de-France, a été confiée au colonel Henri Rol-Tanguy. Et dans ces forces qui ont été agrégées pour créer les FFI, il y a quoi? Ce sont des groupes résistants différents, c'est ça? Exactement. Les FFI regroupent l'organisation Résistance Armée, l'ORA, l'AS, Armée secrète, les Corps francs des murs, Mouvement uni de résistance, et les FTP, francs-tireurs partisans communistes, que Rol-Tanguy connaît bien puisqu'il les a organisés en 1942. Donc si je comprends bien, le colonel Rol-Tanguy est donc le patron en Île-de-France de toutes ces forces, d'accord? Il va les coordonner, mais physiquement, où est-ce qu'il se trouve exactement? Alors, à la veille de l'insurrection, le PC de Rol-Tanguy se trouve rue de Meaux dans le 19e arrondissement. Dès le 20 août, il va venir s'installer ici, place d'Enfer Rochereau, d'accord, dans ce bâtiment. Le bâtiment qui est juste là. Voilà, le service des eaux de la mairie de Paris. Mais là, il est au vu et au su des Allemands, tout le monde peut savoir qu'il est là. Alors, il a installé son PC en sous-sol, d'où il dispose de communications téléphoniques, et les diverses issues lui permettent de recevoir ses agents de liaison qui viennent au nez à la barbe des soldats allemands qui patrouillent dans les rues. Le PC du chef des FFI d'Île-de-France se situe à 26 mètres de profondeur. C'est un abri de défense passive organisé en 1939. Il communique par des galeries souterraines avec la gare d'Enfer Rochereau et les catacombes. Une centaine de marches permet de gagner l'extérieur. Un central téléphonique assure une liaison permanente avec les postes de défense passive, le service des eaux, le métro et la préfecture de police. Totalement délabré, le PC du colonel Roll est aujourd'hui malheureusement inaccessible. Mais un passionné du Paris souterrain, Gilles Thomas, a réussi à nous faire ouvrir les portes d'un autre endroit très secret, l'abri de défense passive situé à quelques centaines de mètres de la place d'Enfer Rochereau, sous l'hôpital Cochin. Pendant toute l'insurrection, Rol-Tanguy est resté dans l'abri d'Enfer Rochereau. On peut considérer que du 20 au 25 août, il était dans l'abri place d'Enfer Rochereau, mais Rol-Tanguy est sorti de temps en temps parce qu'il avait des rencontres à faire au niveau de la préfecture de police ou des choses à observer par lui-même, mais le PC a été utilisé effectivement du 20 au 25 août, donc sous les pieds des Allemands. Et pourquoi avoir choisi un abri sous d'Enfer Rochereau? Il y en avait d'autres dans Paris? Il avait plusieurs avantages, c'est qu'il avait ses moyens de communication qui étaient non surveillés et non surveillables par les Allemands. Il était sur la route qui était envisagée comme une des routes que pourraient emprunter les libérateurs. Et il était à grande profondeur et avec de nombreux accès, donc ça permettait de ne pas être un abri souricière. C'est-à-dire s'il avait été attaqué, Rol-Tanguy et ses hommes auraient pu se sauver par n'importe quel accès qui menait aux carrières. Donc là, typiquement, ici, on a une sortie. Typiquement, cet abri, comme tout abri, a au moins un accès principal et une, voire plusieurs sorties de secours. Et quand on est dans les carrières souterraines, on a des dizaines, voire 200 sorties de secours pour remonter à la surface. Ici, on se trouve face à un escalier en colimaçon, en béton, et qui est strictement similaire à celui que Rol-Tanguy a utilisé le dimanche 20 août, quand il est passé du bâtiment de la rue Schulcher à l'abri qui est sous la place d'Enfer Rochereau. Il descend par un escalier strictement similaire à celui-là. C'est assez impressionnant. Sacrée balade. Donc, quand on franchit cette porte, comme on est au niveau des carrières, on rentre directement dans la carrière. Et quand on est dans une carrière, on a des sorties de secours partout, puisqu'on en compte plus de 200 dans Paris. Et les résistants disposaient d'un plan des carrières? En fait, le docteur Sutel, qui lui était à l'hôpital Sainte-Anne, avait d'abord découvert les carrières en 1943. À partir de l'abri de défense passive qui était sous Sainte-Anne, il s'est mis à parcourir les carrières et à faire un plan pour le plaisir. Et en début 1944, il décide de donner ce plan à la résistance. Et par exemple, ici, on voit un lorgnon
qui est dessiné sur le plan du docteur Sutel parce que le plan qu'il est en train de faire, il veut qu'il soit utilisable par toute personne, même si elles n'ont jamais mis les pieds sous terre. Il a fait un plan à main levée. Il descend sous terre, il n'a pas d'autre moyen, il a un stylo et puis il fait un plan à main levée. C'est tout à fait à main levée. Il va compter le nombre de pas, il regarde à la boussole s'il tourne plus ou moins de 90 degrés, etc. Il fait son plan qui est pratique pour circuler, mais qui n'est pas un plan topographique exact. Mais dessus, pour que les résistants puissent l'utiliser si jamais ils en avaient besoin, il positionne des tas de choses qu'ils voient dans la carrière. C'est-à-dire, ici, un graffiti, il le dessine, ou des inscriptions gravées, il met tout ça en se disant, les résistants, ils voient quelque chose sur un mur, ils regardent sur le plan, ils pourront l'utiliser. Il le fait vraiment pour la résistance. C'est passionnant. C'est combien d'heures et d'heures de descente sous terre? C'est phénoménal. C'est des centaines d'heures. Et il y passait ses loisirs, il y passait ses nuits. Quand il était de nuit à l'hôpital, quand effectivement il s'apercevait qu'on n'aurait pas besoin de lui, il descendait, il parcourait les carrières. Donc ça, ce sont des graffitis qui ont été faits par des visiteurs occasionnels avant que Sutel ne fasse son plan. C'était déjà là à l'époque, en fait. C'était déjà là en 1943. Donc on passe à l'endroit où Sutel est passé pour faire son plan pour la résistance. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fait les carrières ont joué un rôle primordial dans la libération de Paris? On peut parfaitement le dire, il n'y a aucun problème. L'insurrection de Paris est venue des sous-sols de la capitale. Donc ces sous-sols qui avaient été aménagés pour la défense passive, au moment de l'insurrection, cette insurrection a été coordonnée des sous-sols de Paris. Donc des sous-sols de Paris est venue la libération de la capitale. Au lever du jour, ce samedi 19 août 1944, plusieurs centaines de policiers en civil investissent la préfecture de police. Le bâtiment est aussitôt transformé en place forte. Des sacs de sable sont entassés dans les embrasures des fenêtres, des armes sont distribuées, les itinéraires de repli par les souterrains et le tunnel du métro sont repérés. À 10 h, un immense drapeau français est hissé au sommet de l'édifice. Quasiment au même moment, les hommes présents dans la cour entonnent une vibrante marseillaise. L'insurrection est bel et bien lancée. Le vendredi 18 août, les FTP s'étaient emparés des mairies de Montreuil, des Lilas et de Bondy. Le samedi 19, c'est au tour des mairies de Saint-Denis, Neuilly, Vitry et Aubervilliers de tomber. À 7 h du matin, la mairie du 1er arrondissement est prise. Les résistants investissent les halles et la poste centrale de la rue du Louvre. La protection des usines à gaz de la Villette est assurée. Les FFI passent aussi à l'attaque dans le 13e arrondissement. On se bat place de l'Odéon, sur le boulevard Saint-Germain, place d'Italie et sur le boulevard Saint-Michel. La fusillade crépite dans le 17e et le 19e arrondissement. À 14 h, le dépôt de la Villette tenu par les cheminots en grève est attaqué par 600 Allemands qui sont repoussés. Toute la ville est devenue un vrai champ de bataille. On estime à 5000 le nombre de combattants dans Paris. Se rajoutent à ce chiffre les 18 000 policiers dont une brigade, la brigade C, est restée en uniforme. L'appel à la mobilisation leur ordonne à tous de porter un brassard bleu-blanc-rouge portant la croix de Lorraine. Les combattants ont des consignes très strictes. Ils ne doivent en aucun cas s'enfermer dans les bâtiments conquis. Il faut sortir, porter le danger sur les arrières des Allemands, engager la bataille partout à la fois. Plus facile à dire qu'à faire. J'ai voulu savoir comment se déroulaient les combats dans un environnement aussi particulier qu'une ville. L'endroit rêvé, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine de Sissonne, dans l'Aisne. Votre radio vous a lâché, mon capitaine? Non, non, il est parti déplacer le véhicule. Je vais le rejoindre là. Il y a quelque chose qui m'apparaît quand même. Il y a zéro place à l'improvisation, en fait. Là, vous êtes sur des protocoles super précis. Oui, effectivement, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les actes élémentaires et les actes réflexes du combattant que chaque soldat apprend dès son incorporation. Débarquer des véhicules, avancer en couvrant ses arrières et ses camarades lorsqu'on traverse une rue, lorsqu'on entre dans un bâtiment, tous ces gestes sont répétés à l'entraînement pour être restitués en zone urbaine, un environnement qui réclame précision et coordination.
Ici, un fantassin peut être très vite isolé, perdu au milieu des populations civiles ou victime d'un tir fratricide. Les retours d'expérience de certains engagements récents en Irak et en Syrie le montrent, il faut plus d'1 heure pour s'emparer d'un pâté de maison. La zone urbaine demande d'être encore plus fort dans les gestes primaires du combattant, quoi. La ville ne pardonne pas, la ville ne fait pas de cadeaux. Allez, marquage la porte. Et là, pour vous, ça se passe bien? Là, ça se passe bien, c'est méthodique. Justement, on ne cède pas à la précipitation. On cherche à chaque fois les réalignements. On fait bien des pauses logistiques qui permettent d'évacuer les blessés, de les traiter, de réhabitailler. Donc on est vraiment sur les bons procédés d'exécution. Et on a une unité qui au final, prend l'ascendant sur l'ennemi parce que justement, elle est procédurière et ça se passe bien. Ça veut dire que le temps économise le sang. Exactement, c'est exactement ça. Là, en ennemi résiduel, il reste que 2 ennemis. Mais vous vous rendez compte que même 2 ennemis en zone urbaine, bah, ça suffit quand même à fixer un sous-groupe. Oui, c'est ça. C'est quoi le rapport? C'est quoi? 6 contre 1, 10 contre 1 localement. D'accord. Donc ça veut dire qu'un seul défenseur peut arrêter 6 Ça, ce sont les gabarits de doctrine qu'on a établis. D'accord. Donc c'est difficile de combattre en zone urbaine. C'est une zone qui, a priori, profite surtout aux défenseurs et c'est pour ça que pendant longtemps, l'action en zone urbaine était évité et puis même l'action en zone urbaine se limitait à la guerre de siège. C'est ça qui est compliqué dans la zone urbaine, tous les dangers viennent de partout. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, c'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux, quoi. Tout à fait. Ce qui est incroyable pour moi, c'est de me dire qu'en fait, en 1944, les gars qui sont rentrés dans Paris, ils n'avaient pas du tout la formation que vous donnez aux groupes qui viennent ici, en fait. Donc c'était une découverte, la ville était une découverte pour eux. Mais l'instinct de survie est bien fait chez l'homme, parce que quelque part, les rétex, mais ça vient de 1944, ça vient du débarquement, et on fait évoluer les choses comme ça. Pour théoriser le combat que vous appliquez ici en ville, l'expérience vient aussi du passé et des combats avant. Absolument. On récupère des vidéos d'époque, pas des films, vraiment des vidéos d'époque. On voit les premières avancées sous blindage de l'armée allemande derrière leur Panzer. On refait exactement la même chose maintenant. D'accord. Ah ouais, bien sûr. Et amélioré. Avec les technologies d'aujourd'hui. Donc en fait, vous êtes plongé dans l'histoire aussi. Dans la journée du samedi 19 août, premier jour de l'insurrection, l'occupation de la cité par les FFI s'étend jusqu'au palais de justice. La place Saint-Michel est défendue par les groupes de FFI auxquels sont mêlés de nombreux policiers en civil. Tous les endroits susceptibles de fournir des retranchements utilisables pour la guerre de rue sont occupés. Devant le café du départ, un fusil mitrailleur est en batterie. Les forces allemandes qui essaient d'atteindre la préfecture de police par le pont Saint-Michel sont prises sous un feu croisé venant du palais de justice, de la préfecture de police et de la place Saint-Michel. À 14 h, un char allemand venant de la place du Châtelet tire sur l'immeuble qui fait l'angle du boulevard du Palais et de la rue de Lutèce et l'enflamme. Puis, par le quai de Corse et la rue d'Arcole, il vient se mettre en position sur le parvis de Notre-Dame. 6 autres chars viennent l'épauler. Ils ouvrent le feu sur la porte est de la préfecture. Un char s'avance alors jusqu'à 30 mètres, continuant à tirer. Mais une pluie de grenades le paralyse et son équipage est réduit. Dès le début de l'action, une grosse diversion était opérée sur les arrières des attaquants. 200 à 300 hommes des FFI, armés de fusils et de mitraillettes, débouchent par la rue Saint-Jacques et se répandent sur les quais de la rive gauche. Dans Paris, quelques camions allemands circulent encore, mais les soldats sont inquiets, sans cesse aux aguets, le doigt sur la détente, prêts à arroser les façades des immeubles, à tirer sur le moindre passant jugé suspect. L'hostilité des Parisiens est de plus en plus manifeste. Certains pavoisent déjà leurs fenêtres avec des drapeaux sortis d'on ne sait où. Mais armes et munitions manquent cruellement aux insurgés. On estime qu'à la veille de l'insurrection, les FFI ne possèdent que 29 mines
4 mitrailleuses, 562 fusils, 825 revolvers ou pistolets, 192 grenades. C'est très peu. Comment les résistants ont-ils fait pour se procurer des armes? Passionné d'histoire vivante depuis des années, Simon Delérolles a étudié les stratégies mises en œuvre par les résistants dans les premières heures de l'insurrection. Simon, la résistance n'a pas de blindés, elle n'a pas d'artillerie évidemment, et elle n'a pas beaucoup d'armes. Quelle est la tactique qu'elle peut appliquer au début de l'insurrection? Le premier objectif, ça va être de prendre le contrôle des mairies et des commissariats. Et également de prendre le contrôle du réseau téléphonique, qui va être très très important. Elle va permettre notamment d'envoyer des comptes rendus de situation au PC du colonel Rol-Tanguy. Qui lui est d'Enfer Rochereau. Tout à fait. Et il va pouvoir envoyer des hommes en fonction des besoins. Oui, mais pour pouvoir faire la guerre, il faut avoir des armes à feu. Comment peuvent-ils faire pour en récupérer? Oui, effectivement. Donc, dans les premiers foyers, les combats vont se réaliser à l'arme blanche, au pistolet. C'est pour ça que les résistants vont appliquer à la lettre le mot d'ordre du colonel Rol-Tanguy qui va être « Armez-vous par tous les moyens, récupérez sur l'ennemi avec un pistolet, prenez un fusil ». Donc ils vont former des petits groupes de résistants, de 2 à 3 FFI armés de fusils, qui vont être suivis par des hommes recrutés dans la foule, qui vont, dès que l'occasion se présente, récupérer les fusils et les redistribuer. Et il faut savoir que le 19 août, en fin de journée, les résistants n'ont plus de munitions que pour quelques heures. Dès le premier jour de l'insurrection? Tout à fait, dès le premier jour. Donc une trêve va s'imposer pour justement permettre de calmer la situation. Grâce à l'intervention du consul de Suède, Raoul Nordling, qui a déjà permis la libération de 3000 prisonniers politiques qui allaient être déportés, une première trêve de 50 minutes est conclue pour les abords immédiats de la préfecture de police, le samedi 19 août au soir. Mais au sein même de la résistance, adversaires et opposants de la trêve se querellent. Les communistes désirent poursuivre le combat. Après une nouvelle réunion du Conseil national de la résistance, la trêve est prolongée jusqu'au mardi 22 août, à 16 h. Mais les combats ne cessent pas vraiment. Dès le 20 août, les résistants s'emparent de l'hôtel de ville. Mais armes et munitions manquent toujours. L'avenir de l'insurrection est incertain. Au même moment, le général de Gaulle arrive en Normandie. Eisenhower lui explique que la 3e armée américaine se dispose à franchir la Seine. Depuis la fin du mois de juillet, les Américains ont enfin réussi à percer. En Bretagne, les Allemands sont enfermés dans les ports. En Normandie, après l'échec de leur contre-attaque sur Mortain, 2 armées allemandes sont enfermées dans la poche de Falaise. Débarquées en Provence le 15 août, les troupes alliées remontent la vallée du Rhône. Côté allemand, l'ordre de repli général est donné le 16 août, direction la Seine. Les Américains sont à leur trousse. C'est là, près de Mantes-la-Jolie, que va se jouer un épisode capital de la libération de la France. Historien de la 79e division d'infanterie US et auteur d'un ouvrage sur le débarquement, Régis Giard a suivi le chemin parcouru par les troupes américaines depuis leur arrivée sur les plages normandes. Bonjour Régis. Bonjour Serge. Ça va? Ça va? Je supposais bien que la libération de Paris ne s'était pas jouée que dans Paris, mais aussi dans ses alentours. Mais pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici, au nord de Mantes-la-Jolie? Parce que c'est là que les premiers soldats alliés traversent la Seine. Où exactement? Ici, sur le barrage. Sur le barrage? Le barrage de Méricourt. Et dans quelles circonstances traverse-t-il ce barrage? Alors on est le 19 août 1944, Patton a repris la 3e armée début août. Et il poursuit les Allemands partout où il envoie la cavalerie légère, les blindés, partout où il décroche. Et le 19 août 1944, il arrive ici sur les bords de Seine. Et ils arrivent là. Et moi ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on refasse le chemin. On va refaire. Ouais, essayer d'aller voir si on peut traverser. Sur le barrage? Oui, sur le barrage. On essaye? Allez, on essaye. Allez, on essaye. Merci. Merci. Bon, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire pour raconter des histoires, les petites histoires de la grande histoire. Et c'est par là. Cette construction-là, par contre, elle est récente. C'est les années 60. À l'époque, c'est un barrage beaucoup plus basique avec une passerelle qui passe au ras du fleuve. Mais c'est exactement à cet endroit-là que sont passés les premiers soldats américains. C'est exactement le premier point de passage de la 70e division d'infanterie américaine. C'est d'abord une patrouille avec un officier et 2 sapeurs du génie, l'après-midi du 19 août 1944.
Et la nuit, ça va être un régiment entier qui va traverser ici. Au départ, l'idée c'est de faire passer ce régiment à cet endroit-là? Non. Au début, la stratégie c'est de faire sauter la passerelle. Mais pourtant, un régiment va passer là dans la nuit du 19 août, comment ça se fait? Ça c'est un coup de Patton. Patton, sa stratégie c'est toujours avancer. Donc quand il a su qu'une patrouille était arrivée de l'autre côté de la Seine sans rencontrer de résistance particulière, il leur donne le franchissement et donc les gars sont bivouac le soir 19 août. Ils sont réveillés et ils sont forcés de traverser le barrage sous la pluie. Mais au matin du 20 août 44, il a un régiment entier qui est sur la rive gauche de la Seine. Il a sa tête de pont qui commence. Bon, il ne nous reste plus qu'à traverser comme les Américains. On traverse. Allons-y. Encore une aventure, Régis. Hein? Ah oui, voilà sur la Seine cette fois-ci. Ouais. Les opérations de franchissement sont d'abord perturbées par les chasseurs de la Luftwaffe. Mais l'artillerie antiaérienne américaine abat 11 avions dans la seule journée du 21 août. Ce même jour, les renforts allemands arrivent. Les contre-attaques ne vont plus cesser pendant 5 jours. Mais les Américains tiennent bon. Ils concentrent 500 canons sur la rive gauche de la Seine. Le 23 août, un pont est même installé à Mantes-la-Jolie. Là, Serge, on arrive à l'endroit exact où était le pont principal pour la tête de pont de Mantes. Ici, il n'y a rien à changer, hein. C'est comme à l'époque, tout est là. Hein. La grue, la collégiale derrière nous, évidemment, les structures bétonnées tout autour. Et en plus, il pleut comme au mois d'août 1944. On est à peu près dans les mêmes conditions. C'est exactement les mêmes conditions. On est exactement raccord. Les Américains ont installé une tête de pont dans le nord de Paris. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs sur la Seine? Oui, elles sont moins importantes, mais il y a quand même 4 têtes de pont au sud de Paris. Alors, nord de Paris, sud de Paris, ça veut dire qu'ils contournent la ville. Est-ce que ça signifie que finalement, ils préfèrent contrôler la Seine plutôt que de prendre Paris? C'est presque ça, effectivement. Paris est plus facile à contourner qu'à attaquer directement. Et pour cause. Débarquée début août, l'armée de Patton consomme à elle seule 5000 tonnes de carburant par jour. Les lignes d'approvisionnement s'allongent dangereusement. Il faut transporter de jour comme de nuit les munitions, les vivres, le matériel de santé et les équipements de réparation et de maintenance, débarqués en continu sur les plages normandes. Pourtant, le général Eisenhower va quand même faire le choix stratégique de prendre Paris. Oui, il envoie 2 divisions, la 4e division d'infanterie américaine et la fameuse 2e division blindée du général Leclerc. Ça veut dire que la 2e DB est sous commandement américain à cette époque-là? Elle est sous commandement américain et le général de Gaulle n'exerce aucun commandement militaire sur Leclerc. Mais Leclerc va quand même forcer la main un petit peu des Américains pour rentrer dans Paris. Ouais, depuis qu'ils ont débarqué la 2e DB le 2 août 1944, leur objectif c'est clairement Paris. Débarqués début août, les 13 500 hommes et femmes de la 2e DB ont déjà participé à des combats très rudes en Normandie, dans la région d'Argentan. Le général Leclerc, qui lutte depuis fin 1940, rêve de redonner par les armes sa légitimité nationale à une France meurtrie par 4 années d'occupation et de collaboration. Impatient de voir des troupes françaises libérer Paris, Leclerc n'a de cesse de demander l'autorisation d'intervenir à ses supérieurs hiérarchiques. Au mépris des ordres, le 21 août, il décide d'envoyer vers Paris un détachement de reconnaissance aux ordres du commandant de Guillebon. Un escadron de chars légers, un escadron d'automitrailleuses et une section d'infanterie foncent sur la capitale. Le soir du lundi 21 août, de Guillebon et ses hommes atteignent Nogent-le-Roi sans combat. Puis après 24 heures de reconnaissance entre Arpajon et la région nord de Rambouillet, ils trouvent le contact le 23 août près de Trappes, tenu par des unités de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. En fait, les Allemands ont organisé des points d'appui à Trappes, Guyancourt, Châteaufort, Saclay, Massy, Vissou et Villeneuve-le-Roi. Les routes vers Versailles sont bloquées. Des points de défense à Marcoussis, Montlhéry, Palaiseau et Longjumeau couvrent les approches routières vers le nord, depuis Arpajon. Dans Paris, malgré la trêve, les combats font rage. Les résistants doivent absolument perturber les mouvements des Allemands, notamment des escadrons d'un char considéré comme l'archétype de tous les chars modernes, alliant mobilité, puissance de feu et protection, le Panzer V, aussi connu sous le nom de char Panther.
Le 21 août, le colonel Roltangui applique une nouvelle tactique. Il fait placarder une affiche sur les murs de la capitale. En raison des réactions possibles de l'ennemi en retraite, la population parisienne est invitée à empêcher les éléments blindés de circuler dans Paris en dressant immédiatement des barricades. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, tous aux barricades. Ici, Simon, il y avait une énorme barricade sur le pont Neuf, constituée de sacs de sable avec des charrettes, des meubles. Une barricade comme celle-là, elle peut arrêter des fantassins, mais elle ne peut pas arrêter des chars. Non, non, elle ne va pas arrêter des blindés directement. Elle va les ralentir suffisamment, justement, pour que les résistants puissent balancer des cocktails Molotov pour arrêter ces blindés. Et d'ailleurs, dès le 21 août, il y a eu un avis de réquisition qui a été placardé pour permettre de récupérer le maximum d'essence et d'acide sulfurique. Les ingrédients pour faire les cocktails. Les ingrédients de base des cocktails pour permettre de les constituer et d'en fabriquer le maximum et arrêter tout blindé. Après le 22 août, au moins 500 barricades sont échafaudées un peu partout dans Paris. Les Parisiens sont dans les rues. La bataille fait toujours rage près du Palais Royal, place Pereire, place Saint-Augustin, place du Panthéon, place Maubert, place de la Chapelle, rue de Seine et autour du Sénat. Finalement, on se rend compte à quel point les résistants, en harcelant les Allemands, ont réussi à les déstabiliser. C'est vraiment une guerre de guérilla sur les arrières de l'ennemi, et ça marche. Et pendant tout ce temps, les Parisiens, eux, ignorent totalement l'arrivée de la 2e DB. Effectivement. Le 22 août 1944, à 19h15, Leclerc reçoit l'autorisation de faire mouvement sur Paris. Eisenhower a changé d'avis. Il était temps. Le 23 août 1944, à 6h30 du matin, la 2e DB s'ébranle. Le défi est de taille. Il faut faire parcourir 200 km à environ 4000 véhicules pour les regrouper autour de Rambouillet. Les colonnes suivent 2 axes, de C à Saint-Cyr pour la première, de Carouge à Limours pour la seconde. Paris réussit. Le général Leclerc établit son PC à Rambouillet à 13h. Le reste de sa division le suit dans la journée. Le 23 août au soir, la 2e DB est donc à quelques encablures de la capitale, mais la ville est bien loin d'être libérée. Dans Paris, la stratégie des barricades porte ses fruits. Les Allemands ne se hasardent plus que dans les grandes artères et privilégient les patrouilles de chars. Mais l'occupant est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Le 23 août à 9h du matin, les Allemands s'attaquent au Grand Palais, siège du commissariat central du 8e arrondissement. L'édifice est en flammes. Le même jour, Adolf Hitler réitère ses ordres à von Choltitz. Paris ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, sauf sous l'aspect d'un champ de ruines. 3 tonnes d'explosifs sont placées sous Notre-Dame, 5 tonnes sous le Louvre. La Tour Eiffel, Madeleine, le Palais Royal et le Sacré-Cœur sont minés. Tous les ponts doivent également sauter et les représailles exercées sur la population doivent être impitoyables. Le Führer n'a pas renoncé à faire de Paris le Varsovie de l'Ouest. S'il suit ses directives insensées, von Choltitz fera 500 000 victimes et lui-même périra sous les décombres. Le temps des insurgés est compté. Le 24 août 1944, dans l'après-midi, Leclerc envoie à Paris un petit avion de reconnaissance qui parvient à larguer un message dans la cour de la préfecture de police. Sur le papier, ces quelques mots griffonnés à la hâte. « Tenez bon, nous arrivons ». À 7h, le patron, comme l'appellent les hommes de la 2e DB, lance ses troupes. Leclerc a organisé sa division en groupements tactiques portant le nom de leur chef, le groupement tactique Billotte et le groupement tactique Langlade. Ce sont des unités composées d'infanterie, de chars et d'artillerie qui devront combiner leurs forces pour progresser le plus rapidement possible. Leclerc mise sur la rapidité. Mais cette marche forcée vers Paris ne sera pas une partie de plaisir, car les Allemands attendent à l'embuscade.
Laurent Fournier est un passionné de la 2e DB à laquelle il a consacré avec son ami Alain Aymar un ouvrage en 2 tomes qui constitue une référence sur le sujet. Bonjour Laurent. Bonjour Serge. Explique-moi, quelles sont les intentions stratégiques de Leclerc lorsqu'il donne ses ordres au groupement tactique de l'Anglade, Biot et Dio? Alors il leur demande de foncer sur Paris, de ne pas se laisser accrocher par les points de résistance allemandes et d'investir la capitale pour la libérer. Le but c'est vraiment d'aller à Paris? Absolument. Et ça va se passer comme prévu? Malheureusement non, les artilleurs allemands vont se charger de contrer les plans de Leclerc. On a une image de la 2e DB qui rentre dans Paris avec la fouille en liesse, mais en fait, ce que vous me dites là, c'est que les Allemands avaient bien organisé une défense dans le sud de Paris. Absolument. Alors le 24, le groupement tactique Langlade est à Rambouillet. Le groupement tactique Biot est à Limours. Donc quand de Langlade part à l'attaque, il traverse la vallée de Chevreuse et ainsi de suite sans encombre, Saint-Rémy, et arrive à Châteaufort. Il rencontre un terrain miné, donc il faut dégager le point miné. Et après, les points durs qu'il va rencontrer, c'est à Toussus-le-Noble, où il va y avoir une forte concentration d'artillerie allemande, et à Jouy-en-Josas, où là, encore une fois, les 88 Allemands vont se charger de ralentir la progression de l'Anglade vers le pont de Sèvres. Une fois que le verrou est sauté, ils vont passer par Clamart, et à ce moment-là, Clamart, encore une fois, ils vont rencontrer un petit point de résistance qui va être vite annihilé, et après, ils vont arriver jusqu'au pont de Sèvres. Le soir du 24 août. Le soir du 24 août. En ce qui concerne Biot, par contre, lui, ça va bien se passer jusqu'à Longjumeau. Par contre, à la sortie de Longjumeau, là encore une fois, l'artillerie allemande du 105, du 88, du 115 et du 37 va freiner la progression. Et après, le prochain point dur, ça sera la Croix de Berny, mais aussi du côté de la prison de Fresnes. La progression va reprendre vers Bourg-la-Reine. Et à l'entrée de Bourg-la-Reine, encore une fois, un autre 88 qui vont faire sauter. Mais le soir arrivant, ils vont s'arrêter à la Croix de Berny. Ça signifie qu'au soir du 24 août 1944, les objectifs qui étaient de rentrer dans Paris ne sont pas atteints. Absolument. Bloqué à l'entrée de Bourg-la-Reine, le général Leclerc piétine d'impatience. Avisant le capitaine Raymond Dronne qui passe à sa hauteur, il l'interpelle. Le 24 août au soir, le général Leclerc décide d'envoyer le capitaine Dronne dans Paris. Mais qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit de foncer sur Paris, de ne pas se laisser accrocher et d'entrer dans Paris et de prévenir les Parisiens que toute la division sera demain matin dans Paris. Ce que je te propose, c'est de refaire le chemin du capitaine Dronne à bord de ce half-track. Extra. Alors, par contre, il s'appelle le Guadalajara. Il y a un drapeau qui est un drapeau républicain sur le côté. Pour quelle raison Eh bien, à la formation de la 2e DB à Témara au Maroc, beaucoup d'Espagnols, de républicains espagnols, vont venir rejoindre l'armée française pour continuer le combat contre les nazis. Et justement, la 9e compagnie, elle est formée d'Espagnols, environ 140 à 150 Espagnols, d'où son nom Nueve et non pas 9e compagnie. Entonces, adelante, allons-y. À 20 h, le 24 août 1944, Dronne quitte le centre d'Antony. Le détachement est composé de 200 hommes environ, 2 sections d'infanterie, 3 chars Sherman, le Romilly, le Montmirail et le Champaubert, et une section du Génie. Les 2 sections d'infanterie sont portées par 12 half-track, le premier véhicule de transport de troupes de l'armée américaine à être utilisé en opération. Guidé par un jeune homme, Georges Chevalier, le détachement Dronne dépasse l'Aille-les-Roses, Cachan, Arcueil et le fort de Bicêtre. À 20 h 45, il entre dans Paris par la porte d'Italie. Après avoir cru à l'arrivée de renforts allemands puis de troupes américaines, les Parisiens se ruent sur ceux qu'ils appellent affectueusement les Français de Leclerc. L'accueil est frénétique. La petite troupe est submergée par une foule difficile à écarter. Bientôt, les blindés remontent l'avenue d'Italie, descendent le boulevard de l'Hôpital, franchissent le pont d'Austerlitz, longent le quai Henri IV et atteignent enfin l'hôtel de ville à 21 h 22.
Le capitaine Drone dispose aussitôt ses forces sur le parvis, prêt à repousser une attaque allemande, et s'empresse de saluer l'état-major du Conseil national de la résistance. À 22h30, les cloches de toutes les églises se mettent à sonner. À quelques kilomètres de là, Leclerc apprend ainsi que son capitaine a rempli sa mission. Appuyés par les résistants, Français et Américains s'apprêtent à livrer bataille au cœur de Paris. Le vendredi 25 août, un soleil estival brille sur la région parisienne. Le plan du général Leclerc est simple et efficace. Il a pour principal objectif de faire rapidement capituler le commandant du Grosse Paris. En clair, couper la tête du dispositif allemand. La 4e division américaine nettoiera l'est de la capitale suivant une ligne porte d'Italie, Bastille. Parti de Fresnes, le groupement tactique Billotte devra s'emparer du jardin du Luxembourg, des Tuileries et de l'hôtel Meurice. Leclerc, accompagné de son escadron de protection, prendra un raccourci pour atteindre la place d'Enfer-Rochereau. Le groupement Diot, par la porte d'Orléans, devra aller contrôler la Chambre des députés, les Invalides, le ministère des Affaires étrangères, l'école militaire, de façon à boucler les débouchés au sud de la place de la Concorde. Le groupement Langlade, arrivant par la porte de Saint-Cloud, devra sécuriser le pont de la Concorde pour atteindre la place de l'Étoile, faire tomber l'hôtel Majestic et boucler l'avenue des Champs-Élysées. Les blindés de la 2e DB devront s'emparer de la Tour Eiffel, sécuriser le Champ de Mars et obtenir la reddition de l'école militaire. Ce ne sera pas une mince affaire. Engagé dans les forces françaises libres dès juin 1940, Fred Moore était lieutenant au régiment de marche de Spahis marocain. Grand chancelier de l'ordre des Compagnons de la Libération, il se souvient très bien de ces heures fiévreuses qui ont pour lui une résonance particulière. Vous saviez, vous, quelles étaient les forces qu'il y avait en face de vous? Ah non, si les Allemands étaient retranchés, absolument quel genre d'armement avait-il? Rien du tout. Donc c'était vraiment à l'aveuglette? C'est à l'aveuglette pour moi ce jour-là, bien sûr. À l'aveuglette, on a quand même tiré dedans. Hein. Bon. Mais je ne suis jamais rentré à l'intérieur, c'était pas ma mission. Vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur de l'école militaire? Ah, jamais. C'était pas ma mission. Ma mission, c'est de l'attaquer par devant et puis de faire en sorte que l'ennemi se taise s'il y en a. Vous m'avez dit qu'il y avait des traces sur la façade des combats. Il y a encore des traces sur la façade de l'école militaire, des combats qui ont eu lieu ce jour-là? Ah, mais bien sûr. Et vous pouvez me les montrer? Oh là, je ne les ai pas comptés, mais je peux vous les montrer. Je peux vous les montrer facilement. Hein. Oui, je vous propose mon bras et on y va, ensemble. Je ne suis pas obligé de me marier avec vous pour autant. Non, mais bon, ça va. Bon, mais ça va alors. On y va. Oui, maintenant qu'on approche, ça c'est un impact de 37. D'accord. Vous êtes capable de reconnaître le calibre en plus? Oui, je sais bien. Vous voyez, ouais, ça aussi c'est du 37. Là, pratiquement, je pense que c'est pas du tout du 37 là. C'est très probablement la mitrailleuse. Il y en a beaucoup. Ici, ça a dû tirer pas mal. Ouais. Ça, c'est votre côté. En plus de ça, c'était de votre côté. C'est de mon côté, oui. Comme il est arrivé juste sur la pointe... Oui. Ça a éclaté l'arête, en fait. Vous êtes pleinement responsable des trous qui sont ici, mon colonel. Absolument. Extrêmement violents, les combats ont aussi laissé des traces à l'intérieur du bâtiment, en particulier dans la bibliothèque. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée de l'école militaire. Le 25 août 1944, il y a des combats très très violents. On a vu les impacts à l'extérieur. Et la bibliothèque, elle, a été également impactée. Elle était au milieu des combats.
Oui, les Allemands occupaient cette bibliothèque et donc les Allemands avaient protégé les fenêtres avec des sacs de sable ou de terre et avaient complété avec des livres. Vous voulez dire que dans les embrasures, en fait, ils ont calé des ouvrages pour se protéger? Exactement. Et donc, certains livres ont été impactés par les projectiles qui venaient de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que vous avez découvert, vous. Quand vous restaurez les livres, vous découvrez régulièrement les cicatrices, finalement. Des combats, donc, avec les balles qui venaient de l'extérieur. Et vous en avez donc des exemples particuliers? Donc nous avons retrouvé dans les magasins et dans les vitrines un certain nombre de livres avec des impacts de balles. Certains ont été vraiment ravagés. C'est un impact par le dos. Et récemment, j'ai été attiré par une boîte de conservation où on entrepose et où on met les livres brochés qui sont fragiles. Et j'ai été attiré par ce trou. Donc j'ai ouvert la boîte et le trou continuait dans un livre broché. Donc bien sûr, j'ai ouvert. Effectivement, le livre a été troué complètement. Et j'ai trouvé cette balle qui était arrêtée dans sa course. Donc elle est venue de l'extérieur, elle a arrêté sa course, elle a traversé le couvercle de la boîte, elle a arrêté sa course directement dans cet ouvrage. C'est quand même... Et pendant 70 ans, le livre n'avait pas été ouvert et c'est vous qui l'avez réouvert 70 ans plus tard, 70 ans après la libération de l'école militaire. Les livres ont aussi été les victimes de la guerre, finalement. Ce n'est pas une bataille de rue, mais une guerre de siège que mènent les hommes du général Leclerc. Après 1h30 de combat, les 200 prisonniers allemands de l'école militaire sont rassemblés dans le kiosque à musique du Champ de Mars. La foule est hostile, haineuse, prête à lyncher les anciens occupants qui ont osé résister. Les furieux combats accompagnant la chute de l'école militaire sont symptomatiques de ce qui va se produire aux quatre coins de la capitale. Laurent, j'étais au centre d'entraînement en zone urbaine de l'armée française et les instructeurs là-bas m'ont dit qu'en règle générale, pour prendre une ville, il fallait que les assaillants soient 8 à 10 fois plus nombreux que les défenseurs. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé à Paris, puisque la 2e DB ne comptait pas 200 000 hommes. Est-ce que finalement, la grande réussite de l'insurrection et des résistants, c'est pas d'avoir obligé les Allemands à s'enfermer dans des points fortifiés comme les Invalides? Absolument, absolument. La grosse réussite de cette insurrection, c'est d'avoir forcé les Allemands à se retrancher dans des points de résistance bien précis et ainsi permettre à la 2e DB de mieux cibler les endroits à faire tomber, justement. Si la garnison allemande des Invalides se rend à 10 h du matin, les hommes de la 2e DB livrent de violents combats devant le Palais Bourbon et le Quai d'Orsay. Donc il y a eu des combats ici tout autour du ministère des Affaires étrangères, Laurent. Ah, effectivement, on est toujours dans le secteur du groupement tactique Dio. Et pour l'attaque du ministère des Affaires étrangères, il y a une colonne de chars appuyée par des soldats du RMT qui vont arriver par cette rue ici. Les soldats vont dans un premier temps longer les bâtiments qui sont là. Après, ils vont se rabattre sous les arbres pour être mieux protégés, pour pouvoir tirer justement sur le ministère des Affaires étrangères. Qui est là-bas. Tout à fait. Donc ici, en fait, les fantassins étaient sous le couvert des arbres derrière nous et ils tiraient sur le ministère des Affaires étrangères qui se trouve là. Ah, tout à fait, il y a des fantassins de chaque côté, derrière les arbres, ça tirait vers les fenêtres et puis les Allemands, eux, depuis les fenêtres, tiraient vers les soldats de la 2e DB. Donc en fait, ici, ça tiraillait de partout. Ah, ça tiraillait de partout, dans tous les sens. Pendant que les fantassins tiraient sur les fenêtres, les chars ont progressé. Et il y en a un qui a défoncé la porte qui était là. À l'époque, donc, il n'y avait pas de parpaing, il n'y avait pas de grille. Il y en a un autre qui est allé plus loin là-bas, qui s'est posté perpendiculairement à l'avenue. Et à ce moment-là, lui s'est pris un coup de Panzerfaust. Les 5 membres d'équipage ont réussi à s'échapper, avec des brûlures et puis quelques contusions. Mais ils étaient indemnes? Ah, tout à fait, ils étaient indemnes, oui. Allons-y. Rue des Archives, le capitaine Drone et ses soldats vont devoir lutter pour s'emparer du central téléphonique que les Allemands menacent de faire sauter. Près de la place de l'Étoile, le groupement de Langlade attaque l'hôtel Majestic, dont la garnison se rendra au colonel Massu.
Parfois, quelques chars allemands osent sortir de leur point d'appui sans être accompagnés de fantassins pour les protéger. C'est le cas au jardin du Luxembourg où un Panther est détruit rue de Médicis. Des chars allemands stationnés dans les jardins des Tuileries s'offrent également une macabre charge. Oh, les Allemands viennent de tirer sur la foule qui entoure les chars depuis la place de la Concorde. On a senti le souffle de l'obus sur le visage. Les gens maintenant sont touchés. Les gens sont couchés. Ils sont couchés d'ailleurs avec beaucoup de camphre au milieu de l'avenue Champs-Élysées. Et il y a des bicyclettes abandonnées qui jonchent l'avenue. Oui, il y a un pompier là-bas. Vous voyez, le pompier, il est touché sûrement. Il est touché, oui, il vient en moto. Ses camarades le prennent. Sa jambe qui reste au milieu de la chaussée. Et la jambe de ce policier blessé qui reste au milieu de la chaussée. Ah oui, il continue à tirer. Ses camarades le prennent. Il y a certainement des blessés et des morts. Il y a des morts. Regardez les brancardiers. Voilà les brancardiers là-bas. Vous voyez le prêtre? Ils agitent leur drapeau. Et le 25 août 1944, la place de la Concorde a été le théâtre d'un combat de chars? Effectivement. Juste à cet endroit-là, il y a un Panther qui était stationné là, en face des Champs-Élysées. Et il s'est fait descendre par des blindés de la 2e DB. C'est incroyable. Et ce char, Panther, faisait partie d'une section de 5 chars qui se trouvaient stationnés dans le jardin des Tuileries. Il y avait donc 2 Panthères qui étaient à droite, côté Seine, et il y en avait 2 autres qui étaient côté gauche, côté Rivoli. Mais pourquoi avoir mis autant de chars dans un si petit espace? Tout simplement pour protéger von Choltitz, qui avait pris ses quartiers dans l'hôtel Meurice, justement rue de Rivoli, qui se trouve là. Ici même? Ici même. Aux Tuileries, 6 blindés, dont 4 chars Panther et une vingtaine de camions ont été détruits. 160 véhicules et 350 hommes ont été capturés. À 11 h du matin, le colonel Billotte avait envoyé un ultimatum au commandant du Gross Paris. Mais von Choltitz ne veut pas se rendre sans un baroud d'honneur. Il va falloir combattre. Billotte attaque l'hôtel Meurice à 14 h. Après de violents combats, durant lesquels la 2e DB perd 5 hommes, le Meurice tombe enfin. Il est 14 h 40. La commandanture, siégeant à l'Opéra Garnier, tombe également. À 15 h 45, à la préfecture de police, le général Leclerc reçoit la reddition du général von Choltitz. Aussitôt après la signature, les 2 hommes se rendent au PC de Leclerc, gare Montparnasse, où ils vont mettre en pratique la capitulation. Des missions mixtes parlementaires chargées d'appliquer la reddition sont constituées. Elles comportent un officier de la 2e DB, un officier allemand et généralement un officier des FFI. À partir de 16 h 30, ce 25 août 1944, les émissaires portent l'ordre de cesser le feu vers les lieux où les combats se poursuivent. Le 26 août, le général de Gaulle est à l'Arc de Triomphe pour réanimer la flamme du soldat inconnu. Les Parisiens sont sortis de chez eux en masse. C'est la grande fête de l'opportunisme, car il y a là plus d'attentistes que de résistants véritables. Malgré la capitulation de von Choltitz, les Allemands n'ont pas encore renoncé. Dans la nuit du 26 au 27 août, l'aviation allemande lance sa dernière opération d'envergure en France. 108 appareils de la Luftwaffe bombardent Paris. 9 arrondissements ainsi que plusieurs communes de la proche banlieue sont touchés. Le bilan est dramatique. 189 victimes, 890 blessés et 372 immeubles détruits. La bataille pour Paris aura fait plus de 6000 morts, résistants, civils, soldats alliés ou allemands. Français et Américains devront encore se battre pour sécuriser le nord de la capitale. Le bombardement de Paris par la Luftwaffe et la résistance acharnée des soldats de la Wehrmacht révèlent bien l'état d'esprit des Allemands en cette fin du mois d'août. Certes, Paris n'est pas un champ de ruines comme le voulait le Führer, mais les généraux du Reich tenteront jusqu'au bout de retenir l'avancée des Alliés. Le 29 août 1944, les GIs de la 28e division d'infanterie américaine défilent sur les Champs-Élysées. À bien y regarder, ce n'est pas une parade classique à laquelle assistent les Parisiens. Les hommes sont alignés en bloc compact. Ils constituent une masse incroyablement dense. Chaque soldat a le fusil à l'épaule,
baïonnette au canon, le sac sur le dos. Ils ne défilent pas, ils marchent. Ce n'est pas une parade, mais bel et bien une montée en ligne. Ces hommes vont au front. Bien d'autres batailles vont avoir lieu en France avant d'atteindre Strasbourg et les bords du Rhin. Berlin ne tombera qu'au mois de mai 1945. La Seconde Guerre mondiale est bien loin d'être terminée.